Interligne, dans le fond, c'est une ligne d'aide et de renseignement 24/7 depuis 45 ans cette année, disponible par téléphone, texto, clavardage et courriel. Ça, c'est notre service principal. Puis, on a aussi, dans le fond, plusieurs autres programmes, donc des programmes jeunesse, de l'inclusion au milieu de travail, une clinique juridique, des programmes en violence, notamment la plateforme Alix, qui est un outil de dénonciation anonyme des violences. Et bon, plus de détails sur notre site parce qu'on est dans un temps très limité aujourd'hui. Donc, le contexte dans lequel s'inscrit notre communication ce matin, dans le fond, c'est qu'on a vu des données qui émanaient des lignes similaires aux États-Unis, donc Trevor Project, Rainbow Youth Project USA, dans le cadre des élections américaines à l'automne dernier. Et donc, par exemple, le Trevor Project, les 3-4 novembre, donc veille avant veille de l'élection américaine, c'était une augmentation de 200% de leur recours à leur service. Et 5 novembre et les jours suivants, c'était 700% d'augmentation de leur demande d'aide. Du côté du Rainbow Youth Project, la journée de l'investiture, le 20 janvier, en début d'après-midi, ils étaient déjà à 1400 appels reçus de jeunes trans, queer, non-binaires qui étaient terrifiés, stressés, angoissés par ce qui s'en venait politiquement pour eux. C'était une augmentation de 1115% des appels quotidiens, de leur moyenne d'appels quotidiens. Et de leur côté également, novembre, décembre, il y avait une augmentation de 212% de leur nombre d'appels. Donc, on se demandait, de notre côté de la frontière avec Interlink, est-ce que le climat, autant aux États-Unis que le climat sociopolitique de notre côté, a impacté nos recours et tout ça. Et donc, on s'est penché sur les données statistiques qu'on recueille lorsqu'on a des recours à notre ligne d'aide. Donc, on a isolé les appels qui avaient été placés. Je veux dire appels, mais ça inclut texto, courriel, clavardage, juste parce que j'alterne entre appels et recours. Les recours placés par des jeunes de 25 ans et moins qui s'étaient identifiés comme personnes trans ou non-binaires. Bon, il faut garder en tête que Interlink, c'est anonyme et confidentiel. Donc, si la personne ne nous dit pas son âge, ne nous dit pas comment elle s'identifie, on ne peut pas déterminer et la cocher. Donc, ce sont uniquement les jeunes qui se sont identifiés clairement comme faisant partie de ce groupe-là qui ont été utilisés pour nos analyses. Et on a isolé ensuite certains motifs de recours, donc autant du côté de la santé mentale que plus lié avec le climat sociopolitique. Et on a comparé, dans le fond, la période 1er novembre 2025 à 1er avril, 1er novembre 2024 à 1er avril 2025 aux mêmes dates l'année précédente, en 2023-2024, comme période témoin pour voir est-ce qu'on a eu une augmentation de nos recours. En bref, en fait, le nombre d'appels a légèrement augmenté pour ce groupe-là, mais c'était pas dramatique non plus. C'était 17% de plus d'appels de la part de nos jeunes trans et non-binaires comparativement à la période témoin. Mais chez nos jeunes, spécifiquement de 12 à 17 ans, trans et non-binaires, c'était une augmentation de 43% des recours. Donc, dans ce temps-là, c'est sûr que pour les plus jeunes, soit c'est avec leur âge directement, ils vont nous le dire, ou des fois, ils vont nous parler de leur école secondaire. Donc, dans ce temps-là, on va y aller par déduction pour les classer dans la bonne tranche d'âge. Et par motif, en fait, du côté de la santé mentale, dépression, c'était assez stable le nombre de recours. L'anxiété, on notait une augmentation de 700% des recours faits pour ce motif-là. Santé mentale, de manière générale, c'était une augmentation de 200%, mais spécifiquement chez nos 12-17 ans, c'était 300% de plus de recours. Tout ce qui était suicide, que ce soit idéation ou tentative de suicide, c'était une augmentation de 133%, mais 350% spécifiquement chez nos 12 à 17 ans, ce qui est quand même assez inquiétant. Du côté du climat plus social, politique ou quoi que ce soit, la transphobie vécue en avait une augmentation de 21%, mais ça a doublé chez les jeunes de 12 à 17 ans. Transphobie intériorisée, ça l'avait doublé et c'était une augmentation de 200% chez nos plus jeunes encore. Violence vécue, augmentation de 350%, et climat social, une augmentation de 150% des recours qui étaient liés. Donc, on voit quand même que nos jeunes, soit c'est parce qu'ils nous connaissent plus et ils font plus appel à nous, ou ils étaient plus inquiets aussi. Ça se voyait dans la nature des appels reçus. Et de manière générale à la ligne d'aide, parce que, bon, je le disais, on ne peut pas toujours savoir l'âge de la personne qui a recours à nos services ou son identité de genre. On a quand même les données globales de notre dernière année financière, là, 1er avril 2024 à 31 mars 2025. Les recours, bon, tout âge confondu, c'était 14,33% qu'on ne savait pas l'âge notamment. Fait que, on se doute que là-dedans, il y a des plus jeunes aussi.
Mais de manière générale, sur l'ensemble des recours, on a une augmentation de 529% des recours en lien avec la dysphorie de genre, ce qui est comme du jamais vu, une augmentation aussi grande que ça dans les dernières années là, dans nos statistiques. Une augmentation de 308% pour les appels liés à la discrimination, 295% pour les abus psychologiques ou émotionnels, 293% des demandes de genre où est-ce que je me trouve de la psychothérapie, de la relation d'aide ou je suis sur une liste d'attente et ça n'aboutit pas. 119% d'augmentation pour le climat social ou l'actualité et les inquiétudes en lien avec ce qui se passe. 110% d'augmentation des victimes de violences qui appelaient pour obtenir du soutien. Donc, c'est quand même assez frappant comme chiffre euh, de notre côté aussi, en fait, même nous qui y travaillons. Euh, Parallèlement, Interling avait commandé une étude à Léger en 2024 sur différentes questions, notamment la santé mentale et les impacts là, du climat sur les communautés. Donc, la collecte s'est faite du 8 au 26 août en ligne, en anglais, en français, à travers le Canada. C'était un groupe de 1000 personnes faisant partie des communautés de la diversité sexuelle et de genre, avec un groupe témoin de 1007 personnes, C7. Et de ce groupe-là, dans le fond, nous, on a accès aux données complètes, là, pas juste au rapport que Léger nous a produit initialement. Donc, on est allé isoler les personnes qui se sont identifiées comme trans ou non-binaires, euh, qui étaient dans la catégorie 18-24. Il faut savoir que l'étude était faite seulement avec des adultes, donc on n'a pas les plus jeunes de ce côté-là. Euh, Ce qui nous donnait un groupe de 58 personnes et on a comparé avec des groupes contrôle hétéro-cis avec un N de 131 et cis mais LGB ou cis queer comme j'aime bien les appeler avec un N de 116. Question de voir, OK, mais sur les différents indicateurs qu'on recueillait, ben, comment est-ce que nos jeunes trans et non-binaires vont? L'échantillon trans non-binaire était majoritairement blanc à 71%, et côté religion, c'était 47% qui s'identifiaient comme athées, 21% comme chrétiens-chrétiennes. Je me suis dit que je le préciserai. Côté province, c'était majoritairement en provenance de l'Ontario avec 29, 17 du Québec. Et on voit, on le retient pour plus tard, Alberta, seulement 3 personnes de Saskatchewan et une personne du Nouveau-Brunswick. Tu sais, les provinces que c'était un peu plus touché dans la dernière année-ish au niveau provincial. Avec 19 jeunes qui étaient aux études, 26 qui étaient sur le marché du travail, soit à temps plein, temps partiel ou travail autonome. Euh, Identité de genre, les jeunes pouvaient cocher plus d'une réponse, mais donc on voit qu'on a une majorité de jeunes qui étaient non-binaires ou créatifs dans le genre, avec 30 personnes qui ont coché non-binaire, 12 créatifs dans le genre, 14 hommes trans, 8 femmes trans, et les orientations sexuelles, ben, vous voyez, c'est varié. Seulement 4 qui ont coché être hétérosexuels, mais c'est pas surprenant avec une population trans et non-binaire en toute honnêteté. Euh, Côté santé mentale, on demandait en fait, de manière générale, comment évaluer votre santé mentale. Et là, on avait une échelle de 5 niveaux entre très mauvais et excellent. Ce qui ressort, c'est que nos jeunes trans ou non-binaires sont 57% à avoir indiqué mauvais ou très mauvais, versus 21% des jeunes C7 et 31% des jeunes cis LGB. Donc, c'est déjà assez parlant en soi. Nos jeunes trans et non-binaires vont moins bien que leurs pairs. On demandait aussi, au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu un ou plusieurs de ces défis en lien avec la santé mentale? Et donc, vous pouvez voir là, sur chacun des graphiques, on a les jeunes cis LGB, les jeunes C7 et les jeunes trans et non-binaires. Mais les chiffres les plus frappants que j'ai relevés pour vous, étant donné notre temps limité, quand on compare nos jeunes trans et non-binaires avec nos jeunes C7, c'est 26,1% plus de pensées suicidaires, 26,4% plus de dépression et 17,3% plus d'anxiété. Et quand on les compare avec nos jeunes cis LGB, c'est quand même 20,7% plus de dépression et 18,1% plus de pensées suicidaires qui a affecté nos jeunes français non-binaires. Donc, c'est quand même assez parlant. Euh, Parmi les enjeux qui constituent une source de stress ou d'anxiété, encore là, les chiffres forts, si vous voulez, nos jeunes trans et non-binaires versus nos jeunes C7, c'est 24,5% plus de stress lié aux relations familiales ou avec les amis, 19,8% plus d'insécurité dans l'espace public, 31,1% plus de stress lié au climat sociopolitique. Et versus nos jeunes cis LGB, c'était quand même 11,2% plus de stress lié aux enjeux relationnels avec la famille et les amis. Le seul endroit, en fait, où nos jeunes trans et non-binaires font mieux, entre guillemets, c'est le stress lié à l'école et au travail.
Mais bon, quand on regardait la constitution de l'échantillon C7 ou 6 LGB, ils étaient beaucoup plus nombreux à être aux études dans ces deux groupes-là que les jeunes trans et non-binaires. Donc, peut-être que ça pourrait être une piste d'explication de pourquoi les jeunes trans et non-binaires sont moins stressés liés à l'école ou au travail, s'ils sont plus à être en marché du travail qu'aux études. Mais bon, nos données ne nous permettent pas d'aller voir à ce point. On avait différentes affirmations que j'ai sélectionnées à travers l'ensemble du questionnaire qui était quand même assez volumineux, qui sont relativement parlantes là, pour ce qui est de nos communautés trans et non-binaires. Donc, il y avait une affirmation, je me sens protégé par les lois et les autorités. Et c'était 37,5% seulement des jeunes trans et non-binaires qui ont dit être d'accord avec cette affirmation-là, ce qui est 29% de moins que les jeunes C7 et 9,9% de moins que les jeunes cis-LGB. Quand on demandait est-ce que le gouvernement fédéral, et là on était en 2024, donc Trudeau, en fait assez pour les communautés, c'était 29,4% des jeunes trans et non-binaires qui disaient ouais, ça va, ce qui est 37,3% de moins que les jeunes C7 et 8,5% de moins que les jeunes cis-LGB. Gouvernement provincial, ben là, on passe à seulement 22,4% des personnes trans et non-binaires qui étaient satisfaites des efforts de leur gouvernement, ce qui est une différence de 47,6% avec les jeunes cis hétéros et 5,2% avec les jeunes cis LGB. Et c'est là que c'est important de se rappeler qu'on avait juste 3 jeunes de l'Alberta, 1 du Nouveau-Brunswick et 0 de la Saskatchewan, qui sont nos pires provinces en termes de législation dans la dernière année. Donc, c'est pas parce qu'il y avait une surreprésentation d'Alberta, mettons, que le chiffre visa le gouvernement provincial était, somme toute, assez bas. Euh, on demandait aussi, êtes-vous préoccupé par la possibilité d'un recul de droits pour les communautés dans les prochaines années? Et c'est 71,4% des jeunes trans et non-binaires qui se disent préoccupés, ce qui est 35,1% de plus que les jeunes C7, mais 6,2% de moins que les jeunes cis-LGB, qui étaient plus préoccupés que nos jeunes trans et non-binaires. On parle aussi ensuite de représentation dans les médias. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne représentation LGBT dans les médias? 53,7% des jeunes trans non-binaires ont dit oui, ce qui est quand même 27% de moins que les jeunes C7, mais 8% de plus que les jeunes cis-LGB, encore une fois, qui viennent se faufiler en tête des moins satisfaits ici. Et est-ce que l'image qui est représentée est une bonne image? Là, c'est 37,3% des jeunes trans et non-binaires qui disaient que oui, ce qui est 16,1% de moins que les jeunes C7 et 6,7% de moins que les jeunes cis-LGB. Et enfin, je me suis permis de mettre aussi lié à je me sens souvent isolé parce qu'on sait que le soutien social et des pairs est vraiment important pour la santé mentale de tout le monde, en fait. Et c'est 74,1% des jeunes trans et non-binaires qui ont indiqué se sentir souvent isolés, ce qui est quand même 24,1% de plus que nos jeunes C7 et 15,6% de plus que nos jeunes cis-LGB. Je vous garoche plein de chiffres. On va faire des infographies avec les coms. Ça va être sur nos médias sociaux éventuellement. On laissait l'exclusivité à ce matin dans un premier temps. Mais dans le fond, ce qu'on constate, c'est que nos jeunes trans et non-binaires, ça va pas super bien côté santé mentale, mais c'est pas surprenant en soi quand on regarde les précédentes études sur la question de toutes les autres personnes chercheurs que vous connaissez déjà qui font des études sur la question. On n'a pas particulièrement confiance non plus chez ces communautés que la situation va aller en s'améliorant au cours des prochaines années. Et là-dessus, on se rappelle que l'étude léger a été faite en août, donc avant que Trump soit réélu. Mais au moment où les conservateurs leadaient dans les sondages pour la future élection provinciale, fédérale au Canada, qui a finalement eu lieu la semaine passée. Fait que, bon, peut-être que du côté du gouvernement canadien, le fait que les conservateurs n'aient pas rentré avec le mandat majoritaire qu'on prévoyait l'année passée pourrait améliorer la confiance des jeunes envers le gouvernement fédéral. Qui sait, ça sera à voir à la suite. Certaines limites pour terminer des données qu'on peut vous présenter ce matin. Comme je l'ai mentionné, la ligne d'écoute, c'est anonyme et confidentiel, donc il y a énormément d'appels qu'on ne peut pas catégoriser par âge ou par identité de genre. Il y a aussi le fait que ce sont de nombreuses personnes intervenantes à la ligne d'écoute qui ont peut-être parfois une compréhension différente des motifs qui vont venir les rentrer dans la base de données suite à l'appel. Donc, peut-être qu'une personne va voir uniquement quelque chose en lien avec les enjeux trans at large, là où une autre personne intervenante va dire non, c'est une mention de dysphorie de genre, même si le mot dysphorie n'a pas été mentionné, ce qui fait que ça peut venir un peu jouer dans nos statistiques.
Et du côté de Léger, ben, c'est un échantillon qui se voulait représentatif de la population canadienne. Et on sait que ben, dans Statistique Canada, entre autres, mettons, c'est pas tout le monde qui se décrit comme une personne trans dans le recensement. Donc, ben, ils n'ont pas mis des chiffres nécessairement représentatifs pour tous les sous-groupes. C'est limité à août 2024. Ça serait vraiment le fun qu'on ait le budget pour refaire l'étude dans le temps pour voir, ben, tu sais, rendu en novembre, rendu là maintenant avec nos élections à nous, est-ce que la santé mentale de nos communautés s'améliore ou pas? Et ben, c'était seulement réalisé auprès d'adultes, puis ça, c'est une des très grosses limites. Parce qu'on l'a vu dans nos données, la ligne d'écoute, que c'est les recours des 12-17 ans qui ont augmenté. Donc, ça a été vraiment intéressant de pouvoir savoir ben, les ados trans non-binaires, des trans 12-17 ans, comment ils vont avec ces mêmes indicateurs. Mais bon, Léger, c'est une plateforme pour les adultes, pour les sondages. Fait on vit avec.